Thiago, bonjour. Bonjour. Avec ta belle tasse en plus. Voilà. Avec ta belle tasse. Merci d'avoir répondu positivement à ma demande. Parce que je tiens en fait à rencontrer des gens que je rencontre au quotidien, soit dans le milieu professionnel avec l'activité de mes sociétés, soit, comme c'est notre cas en fait, dans le cadre de notre activité en tant qu'instructeur, de prof à l'école, on va dire, prof à l'école de management. Et donc merci. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je te présente à ma façon. En fait, pour moi, tu es un ingénieur BIM. Tu es un ingénieur méthode BIM. Voilà, ingénieur méthode, expertise BIM. D'accord. Donc, quelle est la différence? Le métier de base, c'est quand même ingénieur méthode. Ouais. Et le BIM, les maquettes numériques, on va l'utiliser plutôt comme un outil de travail pour pouvoir mener nos missions méthode. Mais voilà, notre casquette principale est quand même d'ingénieur méthode. Ingénieur méthode. Qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur méthode? On organise. Voilà, c'est le mot-clé, c'est organisation. Pourquoi c'est pas un sujet dans le chef de chantier, par exemple? Pour moi, c'est le chef de chantier qui organise un chantier. Alors, nous, on a les outils informatiques pour recevoir toutes les données d'entrée en termes de plans, en termes de maquettes numériques. On va aider les entreprises dans des processus bien spécifiques. Évidemment, le chef de chantier, il participe avec nous. Donc, si on prend le cas d'un chef de chantier, on va l'aider à s'organiser pour préparer sa rotation, par exemple, d'un niveau. Donc, on va utiliser tout le côté informatique, le côté maquette numérique pour pouvoir l'aider au maximum à organiser son chantier pour savoir quelle est sa cadence, quel est le matériel à utiliser et qu'il puisse faire ça de la manière la plus optimisée possible. Là, par exemple, parce que tu sais très bien que je ne suis pas un expert de la méthodologie, ni de la méthode, ni du BIM encore moins. Grosso modo, je peux interpréter ça comme tu mets en propre, tu t'interprètes de façon graphique les informations qui viennent du chantier, mais pas que ça. Il y a aussi le côté connaissance de la technologie en elle-même utilisée dans le bâtiment. Comment exploiter ça et comment l'améliorer? Le côté graphique du dessin d'une rotation, par exemple, c'est le produit final. Après, il y a eu plusieurs étapes en amont qui ont été faites. Par exemple, le planning, respecter les délais, ensuite prévoir le matériel qui va vraiment répondre aux besoins de chaque équipe. Dans le planning, on a étudié les enclenchements des tâches, ça veut dire qu'on doit donner du travail à tout le monde tout le temps. Donc, il y a des vitesses à respecter pour les différents postes. Et ensuite, le produit final, c'est la rotation dessinée avec la participation du chef, mais il y a toute une cohérence à respecter avant d'arriver à ce document dessiné. Donc, Bon, moi j'ai un certain âge. Ça fait quand même plus de 20 ans, 20 et quelques années que je suis dans le métier. Moi, la méthode, je l'ai connue avec 2 bouts de plan imprimés, 2 coups de stabilo, un peu de l'ordre dans tout ça. On faisait des rotations à la main. On calculait ça dans une feuille minute. On faisait le calcul de taille unitaire, de quantité de main-d'œuvre, des ressources qu'on mettait ensemble. Et on s'en sortait très bien. Oui, le métier reste le même. Et puis est arrivé le BIM ou la BIM, je ne sais pas comment on dit. La BIM ou le BIM. Ça a été une révolution, ça date de quoi? Il y a 5, 10 ans, combien de temps? Ouais, le métier reste le même. On va organiser un chantier. Avant, on faisait ça sur le papier. Aujourd'hui, avec les maquettes numériques, on peut faire ça de manière beaucoup plus précise et organisée. Donc, c'est l'outil qui a évolué. Donc, ça permet de faire des documents plus précis. Ça permet de faire des documents plus clairs, plus lisibles. Donc, ça fait combien de temps? Le métier, 10 ans, il ne change pas. 10 ans qu'il est arrivé la technologie? Alors, ma toute première formation BIM date de 2012. Ça quoi, 13, 14 ans? 13-14 ans. Voilà, okay. Donc ça a été la toute première expérience. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du BIM, etc. Moi, j'ai une question, en fait, parce que tu me connais, je suis quelqu'un de plus terre-à-terre, plus petit chantier, plus le monde du bâtiment par la lentille d'un artisan. Pourquoi les BIM, malgré toutes ces années-là, ce n'est pas encore suffisamment démocratisé? Aujourd'hui, par exemple, là, on est dans un appartement qu'on a rénové. De A à Z, on a fait de la rénovation de luxe. On n'a pas utilisé la BIM, ou le BIM. On n'a pas utilisé. On s'est très bien sorti. Comment ça se fait que le BIM, cette technologie en elle-même, que tu vas en parler peut-être plus en profondeur, n'a pas été accaparé, n'a pas été venu couvrir ou s'imposer à tout le strate économique de notre industrie, du monde de la rénovation, du bâtiment, de la construction. Aujourd'hui, par exemple, tu parles du BIM à un artisan à son compte qui a 2 salariés ou un salarié qui fait de la plomberie,
le BIM va te dire, mais c'est quoi ce truc, quoi? Comment ça se fait que 13 ans après, on soit toujours là? Il y a, on va dire, plusieurs barrières. Je dirais que le prix des licences, c'est quelque chose qui pèse beaucoup pour les petites boîtes. Parce que tout passe par combien 2-3 logiciels, pas plus il y a un monopole là-dessus? Il y a des logiciels qui sortent un peu du lot. Revit, c'est ça? Voilà, Revit par exemple. Ouais. Donc, c'est des logiciels qui sont très utilisés. Ça reste cher. Par contre, si le niveau de maîtrise et l'application du logiciel si ça devient récurrent dans l'entreprise, évidemment, ça va être rentabilisé. Donc, nous, Service Méthode, on a 3 personnes équipées à 100%, les ordi qui tiennent la route, les licences. Donc, aujourd'hui, tout l'apport des logiciels liés à l'univers BIM, c'est très bien rentabilisé, on arrive à bien exploiter. Mais le démarrage est difficile parce qu'il faut se former, il faut acheter des licences, il faut passer la barrière de la connaissance. J'ai vécu, parce que quand je te dis que je suis vieux, je sais que vraiment je commence à avoir mon âge, j'ai vécu l'arrivée d'AutoCAD. La première fois que j'ai touché à AutoCAD, c'était en 2003, c'était à l'école d'ingénieur, 2003 ou 2002, je sais plus, 2002. Les architectes, les ingénieurs, avant l'arrivée d'AutoCAD, ils faisaient tout à la main, avec les différents, je me rappelle le stylo avec les différents diamètres de pointe, etc. C'était quelque chose, ça porte un nom là, je me rappelle comment ça s'appelle. Tout ça, en fait, malgré le fait que AutoCAD, c'est pas donné. Je te le dis parce que je paye des licences, donc je sais que c'est pas donné. Et malgré ça, aujourd'hui, n'importe quel architecte qui sort de l'école ou nouvel ingénieur, c'est le B.A.B.A., il a AutoCAD. Oui, parce que ça a été intégré dans les processus, dans les prix, dans les démarches. Et ça, le BIM n'est pas arrivé à le faire, à s'imposer malgré le... Ça va venir, parce que moi je pense que ça n'a pas encore basculé, parce que c'est quand même complexe de mettre tout ça en place. Donc il faut quand même un niveau d'expertise pour que ça marche, pour que ça ne devienne pas un poids, pour que ça puisse être productif. Donc là, il y a ce niveau de connaissances. Donc le prix des licences, il y a aussi le niveau des connaissances nécessaires de tous les intervenants pour que la chose bascule dans le positif. Tu parles beaucoup parce que tu es patron, tu as une boîte, c'est ton activité, d'avoir un bureau d'études, de méthodes, BIM, etc., spécialisé dans le BIM, merci de l'indiquer. À un moment donné, il a fallu avoir, je pense, avec l'arrivée d'AutoCAD, ce déclic-là aussi. À un moment donné, les gens ont dû se dire, ça coûte bien plus cher, ça y est, le nombre de revenus, le routing, ça me coûte bien plus cher d'acheter le routing qui coûtait je me rappelle, c'était cher ce truc. Il fallait acheter des différentes pointes, acheter des trucs, et en plus, à chaque fois qu'on s'est trompé, il fallait recommencer notre plan, notre détail, etc. À un moment donné, il y a eu un déclic dans lequel il vaut mieux passer par AutoCAD, parce que de façon analogue avec papier et routing, on s'en sort pas. Ça, avec le BIM, tu me dis, ça coûte cher. Ok, ça demande un niveau de compétence au niveau de la gestion technique, on en parlera tout à l'heure, assez poussé pour l'instant. Mais de l'autre côté, j'entends, et tu me diras le contraire si je me trompe, parce que je peux me tromper, c'est, on me dit, avec la gestion et le domaine, la maîtrise du BIM, on peut arriver à faire gagner de l'argent sur un chantier, on peut arriver à optimiser l'utilisation et ce qu'on appelle l'économie circulaire des ressources, etc., etc. On peut arriver à optimiser, donc ça veut dire investissement égal gain en face, donc un ROI, un retour sur l'investissement qui pourrait être positif. Aujourd'hui, il y a certains qui me disent ça, il y en a d'autres qui me disent non, c'est vraiment exclusif, on va dire que c'est dédié uniquement pour les grosses sociétés qui peuvent se le permettre. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi, tu me connais, j'ai une société de maîtrise d'œuvre, j'ai des dessinateurs, j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, le BIM n'est pas adopté de façon systématique. La seule fois où j'ai commencé à travailler, oui, je sais que c'est dommage, c'est pour ça que je suis là, parce que je compte beaucoup sur toi pour m'apprendre, pour me montrer tout ce que qu'est-ce que j'ai loupé, quoi. Et moi, je pense que je parle à la place de beaucoup de gens qu'aujourd'hui, le BIM, quand on pense au BIM, on pense, putain, c'est complexe. Ah, bordel, putain, il va falloir, ça doit être hyper compliqué à faire. Il faut se connaître sur plein de choses techniques que je n'ai pas. Il y a un frein. C'est le même frein que moi j'ai connu.
quand j'ai commencé à utiliser AutoCAD, par exemple, j'ai vécu en fait dans un endroit où mon éducation, depuis le collège, j'ai eu la chance d'être dans un collège technique dans lequel je faisais du dessin technique. Donc au niveau dessin, je me connaissais quand même. Le routing, je maîtrisais le routing. Je suis arrivé à l'école d'ingénieur et l'AutoCAD pour moi, ça a été, j'allais en reculant, quoi. Et d'ailleurs, de nos jours, je continue à être très mauvais pour AutoCAD. Parce que dans ma tête, rien ne vaut un bout de papier, un bout de stylo, dessiner en détail, il n'y a rien de mieux. Ça va sonner complètement archaïque pour plein de gens, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le BIM ne s'est pas suffisamment démocratisé, quoi. Tu as évoqué beaucoup de points. Donc là, il faut que, dans l'ordre. Cette bascule, c'est quand même, il faut l'intégrer peut-être comme un investissement. Ça veut dire que quand on va anticiper, on va utiliser des maquettes numériques pour faire des choses, on va pouvoir anticiper énormément de choses. Donc déjà, on va éviter des pertes d'argent. Le quantifier, c'est difficile parce que c'est quelque chose lié à chaque dossier, à chaque marché. Mais moi, je dirais que le fait d'anticiper, de s'organiser, déjà, ça permet de poser les bases. Ça veut dire que l'architecte va bosser d'une façon, la structure va bosser de manière compatible, tout le monde va pouvoir intégrer des informations très tôt dans la conception, et ça, déjà, ça va éviter des problèmes. Déjà, ça demande une harmonisation de tous les intervenants très tôt. Très tôt. Chose qui n'est pas gagnée pour l'instant. Et là, on va évoquer peut-être la troisième barrière, c'est cette culture de l'urgence. Ouais. Dans le BTP. Dans notre métier. Voilà, ouais. Qui est on est toujours à la bourre, complexe. Voilà, toujours en retard. Et par contre, cette démarche BIM demande des efforts en amont. Et donc, il faut que le marché s'adapte, il faut que le timing soit respecté pour que chaque étape soit faite de manière cohérente. Donc, si on part pas bien au début d'une démarche BIM, en fait, on va la subir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir donner le temps pour que chaque étape se fasse. Donc, un exemple très concret, on démarre une opération en maquette numérique. Il faut que tout le monde soit avec la même origine, même système de coordonnées, axe aussi uniformisé et nommage des niveaux. Il faut que tout soit uniformisé pour tous les intervenants. Donc, qui doit provoquer ça? Aujourd'hui, si c'est pas le cas, si c'est pas uniformisé, c'est quoi? C'est manque de volonté de maître d'ouvrage, je vois plus des architectes qui sont... Ça se concentre chez les architectes parce que c'est la première maquette qui sort. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a plein de définitions qui viennent naturellement de la maquette archi. Par exemple, les niveaux, les axes, ça vient automatiquement de cette maquette-là. Au moment où les intervenants vont commencer à travailler autour de cette maquette archi qui vient de la conception, à ce moment-là, il faut quelqu'un qui coordonne tout ça. C'est le rôle de la coordination BIM, d'avoir une bonne convention BIM, d'avoir les règles uniformisées pour tous dès le départ. Et c'est là où on rencontre beaucoup de problèmes, c'est que les gens ne font pas bien les premières étapes. Et donc, ensuite, la mayonnaise ne prend pas, il y a des étapes qui se font pas, et les gens vont vite dire, voilà, votre BIM, ça marche donc pas. C'est une manque de quoi? De sensibilisation depuis l'école, en fait, oui, pour les architectes? Moi, c'est presque culturel. On fait bien une étape. Les maquettes numériques, c'est quelque chose qui, voilà, c'est complexe, il y a énormément de données, il y a énormément d'étapes. On peut pas passer à l'étape 2 sans finaliser bien la 1 et bien la valider, sinon on va la subir et à un moment donné, la chose partira. Parce que là, le feedback que je te donnais, comme quoi je vois que, pour moi, le BIM traîne en fait à s'imposer comme AutoCAD, plus qu'AutoCAD d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas de partout dans le monde en fait? Parce que moi je sais que... En France, nous on a des projets qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, concrètement, on a un théâtre à Istres. Actuellement, Actuellement, on fait une mission méthode à Istres, mission méthode complète. Les données d'entrée sont tous en maquette numérique. Donc l'archi a fait une maquette numérique, la structure a fait une maquette numérique, et nous, en tant que service méthode, on doit récupérer tout ça et faire, en partant du plan d'installation de chantier, faire le métré, faire le planning. Et on avait des contraintes parce que ce chantier, il est en béton brut avec des voiles courbes en façade. Et donc il y avait tout un enjeu que l'archi valide les arrêts de bétonnage et le calpinage des tiges. Le fameux calpinage de façade. Voilà. Donc, et tout ça, ça a un prix.
Parce que, comme tu disais au départ, en fait, souvent, c'est le prix qui le freine. Le manque de compétences, c'est un prix qui doit être intégré parce qu'il y a tellement d'apports positifs c'est derrière. Ni toi ni moi qui payons nous avons des clients pour ça. Oui, qui les a convaincus? Cet architecte-là, par exemple, à un moment donné, il a dû l'intégrer dans son enveloppe, parler avec le client, je ne sais pas qui c'est le client. Alors, son niveau d'exigence par rapport à ses façades, les niveaux d'exigence du client, a fait que plein de décisions ont été prises dans le processus. Et là, les maquettes numériques, c'est évidemment hyper adapté pour ce cas-là. Par exemple, pour parler concret, on a fait le découpage des voiles, on a indiqué à l'archi où on comptait faire les arrêts de bétonnage, on a modélisé les arrêts de bétonnage comme de mini poteaux, on a envoyé la maquette uniquement des arrêts de coulage à l'archi, donc il avait une maquette vide avec uniquement des petits poteaux. Il a intégré ça dans sa maquette Revit. Comme il avait dans Revit toutes ses vues, toutes ses coupes, toutes ses vues 3D déjà prêtes, en 3 secondes, il a eu déjà tous les arrêts de partout. Il nous a validé. Ensuite, prochaine étape, décider quelle banche on allait utiliser pour chaque morceau. Et ensuite, on a fait une maquette des tiges, uniquement des tiges aussi. On a envoyé à l'archi. Il a intégré les tiges dans sa maquette. Il a pu les valider, il a ajusté des positions de fenêtres, il a ajusté des positions de portes. Et donc, ce travail-là, en AutoCAD, avec des voiles courbes... C'est l'architecte qui te paye ou le client? Alors, cette mission-là, on a été donc missionné avec ce niveau d'exigence-là. Donc, la mission méthode a été bâtie autour de ça pour l'entreprise qui a eu le lot gros œuvre. D'accord, donc c'est le lot grosse œuvre qui t'a appelé parce qu'il me dit on me demande de faire des calculs que je suis incapable de faire, j'ai besoin de l'aide. Oui, et en fait, tout était lié, parce que le planning était lié au découpage des ouvrages. Ça veut dire qu'il y avait des morceaux à faire en fonction de la hauteur, complexité, zone. Les cadences par rapport aux tiges validées. Ah, parce qu'en fait, tu as fait découler les phasages. Oui. Donc c'est ce calpinage qui a été fait 1 an avant le démarrage du chantier, justement, parce qu'il fallait, 6 mois, parce qu'il fallait justement avoir toutes ces validations-là avant de parler cadence planning. Donc en fait, les choses ont été un peu à l'envers. On a fait le calpinage d'abord, et ensuite le métré, et ensuite le planning qui respectait la volonté archi qui était pour ce chantier-là. L'entreprise du gros œuvre, à un moment donné, il a vendu la ligne. Il t'est pas payé avec un budget de frais de chantier il a dû proposer ça lors de son offre, ou est-ce que c'était depuis le CCTP, depuis le dossier de consultation imposé par l'archi? Je pense pas. C'est quand ils ont gagné l'affaire, ils se sont rendus compte de la complexité. Qu'ils se sont dit bien, il faut engager quelqu'un, il nous faut de l'aide. Là, il faut qu'on fasse quelque chose de posé. On est full maquette numérique, donc il faut quelqu'un qui fasse tout ça. Donc le métier méthode, mais basé avec la maquette numérique. Et ça, l'architecte, il ne l'a pas imposé d'entrée, quoi. J'ai pas vu marqué noir sur blanc que l'entreprise devait réaliser les méthodes en maquette numérique ou valider les tiges via une maquette et pas via un plan AutoCAD. Mais comme il y a que de voiles courbes, en fait, si on regarde un plan de façade, tout est faussé parce que c'est courbe. Donc en fait, les distances. Donc moi, je ne vois pas une autre façon de faire. Mais je ne le vois pas non plus, d'après ce que tu me dis, non ? À part une maquette numérique avec des étapes bien validées. Donc on a validé d'abord les arrêts de coulage, ensuite les tiges, et tout ça, on a pu donc définir les cadences et ensuite faire un planning qui tenait la route des deux côtés. Côté entreprise, production, les heures et tout ça. Et donc ça fait partie de la mission méthode globale. De mettre tout ça en musique, c'est le fameux rôle du service méthode qu'on disait tout à l'heure, c'est de mettre tout ça en musique. Excusez-moi, c'est vrai que je pose des questions très intimes, on va dire, parce qu'en France, tu sais, parler d'argent, c'est un peu un tabou, là. Je te posais la question de qui te paye, ok. Mais du coup, ça veut dire quoi? Que ta prestation, ce que tu es venu faire dans l'entreprise, la société des travaux, au départ, ne l'avait pas prévu, il a subi ton budget, du coup, c'est une dépense qu'il n'avait pas prévue, et que du coup, ça... aujourd'hui, s'il a fait appel à toi parce que il s'est retrouvé face à un fait accompli comme quoi il n'arrivait pas à le faire. Est-ce que du coup, il a fallu te donner parce que il y a énormément de travail là-dessus. Comment ça se passe en fait entre nous? Est-ce que du coup, tant pis là, il va revoir ses marges? Alors, dans le monde idéal, au moment de bâtir en étude des prix, je parle. L'entreprise va bâtir son prix.
en fonction de la complexité du chantier, ils doivent rajouter un pourcentage d'études techniques. C'est là où on rentre, c'est là où normalement la case méthode rentre dedans. Ce budget-là, ça peut être un pourcentage du gros œuvre, ça peut être quelque chose d'apprécié lié à la complexité du projet. Et ce budget-là, pour moi, il doit être intégré très tôt, parce que la complexité, par exemple, du théâtre, voilà, si on ne prévoit pas un budget études détaillé plus tard, c'est ça aujourd'hui dans les écoles enfin les étudiants nous-mêmes, enfin c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus à l'école, à l'ESCT pour donner des cours. Quand on enseigne en méthode, d'ailleurs, la partie frais de chantier, ça, on pourrait intégrer ça dans une ligne frais de chantier. Quand on est en train de faire des chiffrages pour une société de grosses œuvres, cette ligne-là, en fait, c'est vrai c'est pas encore rentré dans le mœurs, en fait, de penser, parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a le côté économique, évidemment, on est là tous dans un marché, de l'offre et la demande, dans laquelle on doit être compétitif financièrement pour essayer de gagner des chantiers. Côté financier. De l'autre côté, on a aussi, je pense, un côté, c'est pas de l'ego, mais de la remise en question, se permettre de se poser des vraies questions sur nos réelles capacités face à des dossiers avec plus ou moins de complexité. Là, on parle d'un dossier spécifiquement compliqué, complexe, on va dire, pas compliqué, complexe techniquement. Mais si on descend de quelques niveaux en niveau de complexité, aujourd'hui, on se rend compte en fait que un patron de chantier, un patron de boîte de grosses œuvres, paye souvent des conducteurs de travaux à faire des tâches sur lesquelles il n'a pas forcément une expertise comme AutoCAD, Revit, etc., rotation des branches, etc. Et pour un travail qui va être pas bâclé, je dirais pas ça parce qu'on les a tous fait, même moi j'ai fait des rotations de branches au stabilo, mais qui pourrait être optimisé pendant ce temps-là, en fait, si on devait si on avait cette culture du BIM, de l'externalisation de méthodes, aujourd'hui, je pense qu'il y a, c'est pas rentré dans le mœurs, en fait. Et c'est la culture de la préparation. C'est de s'organiser en amont. C'est de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir des choses. Et d'une remise en question, vraiment, parce que, voilà, en tant que patron, pourquoi je paierais quelqu'un à me faire les rotations des branches ou le phasage de mon chantier alors que je paye un conducteur de travaux? Ils devraient savoir le faire. Là, on ne se rend pas compte des fois, c'est que il y a un niveau de compétences différent, rapidité, et si on fait le plus ou le moins, les heures que je vais payer et que mon conducteur de travaux va passer à faire ça et à pas faire autre chose, est-ce que je n'ai pas un rendu plus qualitatif et délégable et du coup assurable, parce que tu as tes assurances pour ça, c'est une vraie réflexion, quoi. C'est une vraie réflexion qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a pas, en fait. On n'a pas cette habitude. C'est un travail continu et pédagogique. On doit, effectivement, avec certaines entreprises, on doit expliquer et encore presque justifier l'existence. Pourquoi les méthodes peuvent apporter des choses. Les grands groupes, ils ont déjà tout compris. Ils ont déjà des services internes. Moi, je viens de chez Vinci, c'est là où j'ai appris le métier. Donc, tout ça, c'est déjà intégré dans les frais généraux. C'est des services qui viennent en support. Et ils ont compris qu'on gagne de l'argent en ayant ça. Voilà, parce qu'il y a la préparation, il y a tout ça. Nous, on travaille très souvent avec des entreprises qui sont de taille moyenne, qui ont de besoins, mais qui n'ont pas peut-être un volume d'activité pour justifier un service interne. Mais ils connaissent le métier, ils savent juger de ce gain qui est les méthodes et cette organisation et cette parce que qui dit méthode façon de préparer la plupart des gens, j'ai envie de te dire, mettent derrière le mot méthode planning, souvent planning, c'est phasage, on va dire le planning c'est en haut de la pyramide, il y a tellement de choses derrière un planning. On est d'accord. Mais par exemple, c'est toi qui bâtis le planning, si on te donne en fonction, je pense que tu as des missions, etc. Un conducteur de travaux est capable de monter un planning général d'exécution, etc. Ça fait partie de ton activité, la planification. Oui. Quelle est la différence entre un planning ou un phasage général d'une société comme la tienne et le travail aujourd'hui d'un conducteur de travaux, même expérimenté Alors, quand on est missionné pour faire un planning, par exemple, le conducteur, il participe énormément. Parce que lui, il concentre
beaucoup d'informations, et donc on doit se mettre en contexte du chantier, ils participent. Nous, quand on va faire un planning, par exemple, on ne fait jamais un planning sans avoir la mission maîtrisée aussi. Donc, je ne parle pas maîtreur, je parle maîtrisé opérationnel. Ça veut dire qu'on va commencer le sujet planning via quels sont les modes constructifs, comment vous comptez faire. Et donc, nous, on va aller bâtir un raisonnement jusqu'à arriver à un planning. Un conducteur de travaux qui a 3 milliards de choses à faire dans son agenda, il va peut-être pas mettre en cause les quantités qui sont sur un DPGF, il va faire avec les quantités des études. Et nous, non. Entre l'étude et l'exé, déjà le projet évolue. Il y a des solutions qui ont été imaginées en chiffrage, mais le chef de chantier va appliquer autre chose. Et donc, nous, on doit adapter le planning exé à l'exé. Donc, c'est là où on rentre... Et pour ça, il est nécessaire de faire le maîtrise opérationnel. Et là, tu as touché un mot que souvent, j'ai déjà eu l'opportunité d'échanger avec des étudiants quand je donne des cours. Il m'est arrivé de donner des cours de maîtrise. La différence entre le maîtrise opérationnel, dont tu parles, et le maîtrise que tout le monde connaît, le maîtrise des ouvrages. Ah oui, c'est complètement différent. Complètement différent. Et on dirait que on leur explose la tête quand on leur dit mais monsieur, le maîtrise il est déjà fait. On a fait un chiffrage. Et là, tu prends les deux là et tu fais. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir. Tu essaies de leur expliquer, mais ok, tu as 1000 mètres carrés de plancher, prédale. Il y a combien de camions là-dedans ? Et là, il me fait what ? Voilà, il y a tout un et tu les stockes où ? Logique. Combien de coups de grue il y en a ? Comment tu les lèves ? Comment il est découpé, en fait ? Et en fonction de comment tu le découpes, quel est ton plan d'étaiement ? Voilà le maîtrise opérationnel. Et convertir le maîtrise des ouvrages en maîtrise opérationnel, je suis désolé, mais j'en connais des conducteurs de travaux qualifiés. Et bien, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Déjà, comprendre la différence. Il faut visualiser. On peut peut-être pouvoir tester 2-3 options. Donc, nous, avec les maquettes numériques, pour revenir au BIM, c'est là où on gagne énormément de précision. C'est que on peut avoir une maquette numérique, classer les objets, avoir des maîtrises opérationnels très ciblés, par étage, par niveau, par type de béton, par ratio d'acier, par poids d'ouvrage, si c'est préfa, pas préfa. Enfin, voilà, il y a tellement d'informations qu'on peut intégrer dans une maquette. Ouais. Et ensuite, on peut sortir solution A, solution B, solution C. Des choix, des modes opératoires ou constructifs. Voilà. Ouais, choix. Est-ce qu'on va faire des prémures pour les cages d'ascenseur ? Oui ou non ? C'est une analyse à faire. Pour faire cette analyse de manière complète, on peut partir des quantités et alimenter tout ce raisonnement via une maquette numérique. Il y a un exemple, moi j'ai connu le sujet des aciers rationalisés vers 2011 ou 2012, il me semble, sur Toulouse. Pour moi, ça a été le pas. Pourtant, c'est une technique qui date depuis des décennies, quoi. C'est un choix méthode, en fait. C'est de se dire, on gagne en acier, on a pratiquement zéro chute d'acier, on n'a plus de veines de fer sur le chantier, parce qu'il n'y a plus de chute. On optimise le temps de pause de ferraillage du plancher. On améliore les conditions de travail des ouvriers parce que la plupart des panneaux sont grutables. Ça va plus vite, tout le monde y gagne. Et quand tu vois le prix au kilo de l'acier rationalisé face au prix du kilo qu'on achète chez le fournisseur, l'endant coupé, façonné, etc., c'est pratiquement le même. À peine aussi, c'est supérieur, mais ramener avec tous les avantages de la main-d'œuvre que tu gagnes, de la sécurité, du bien-être des gens, du gain en planning, etc. C'est l'exemple type d'un choix méthode. Oui, même en amont, pour bâtir un prix et avoir des prévisions qui tiennent la route. Si on part du maquette numérique et on fait, je sais pas, la structure calcule une ratio d'acier spécifique à chaque type d'ouvrage ou à chaque niveau, on peut l'intégrer dans une maquette structure et avoir des prévisionnels d'acier très très tôt. Ça veut dire que l'entreprise va faire un chiffrage beaucoup plus précis. On va éviter des surprises plus tard. Donc c'est cette anticipation-là qui peut être abordée de plusieurs façons. Et là, pour parler des quantitatifs, si on parle des quantitatifs, le fait de pouvoir vérifier des quantités et d'avoir des contrôles très visuels, parce qu'il y a la 3D, très visuel avec une précision gigantesque, ça permet de faire des chiffrages de bons choix déjà et des bons choix. Et ensuite toute cette prise de décision bien étayée et bien précise, en fait tout ça va porter des fruits plus tard. Je me rappellerai toute ma vie, en fait. Tu m'as fait halluciner avec un projet que tu m'as partagé
c'est une maison individuelle, je crois qu'elle était perchée sur une falaise en Méditerranée, je sais pas où À c'était. Aise, côté de Nice. Côté de Nice. Tu m'as fait halluciner, la précision, en fait, j'avais l'impression de voir une radiographie du bâtiment, Oui. et parce que c'était un bâtiment, c'était une maison individuelle, ça? Oui. Une maison individuelle. Alors, on a été missionné par le maître d'œuvre qui était en train de monter le dossier. Donc, c'est très en amont. D'accord. C'est là où ça devient intéressant. Plus en amont, on prépare des choses, mieux le produit. C'était impressionnant, ce truc. Et donc, le bureau de structure avait calculé énormément de choses. Il avait dessiné des choses en plan. Donc, il avait dessiné des superpositions, était très clair, mais il fallait savoir le lire. Et en fait, l'entreprise a vu la complexité de tous ces plans-là. Ils nous ont missionné pour dire on a besoin d'une maquette existante, une maquette démolition et une maquette. Et tu avais fait les phasages, tu les avais fait. On a monté un phasage très sommaire sur ce dossier-là, mais le fait de le transcrire en maquette et ensuite faire des coupes là où il voulait. Et ensuite, on a intégré la maison dans l'environnement. Parce que c'est un accès très difficile, elle est perchée. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, le client nous a demandé de traiter les images avec l'IA. Ah ouais? Ouais, ça c'est bizarrement, c'est une demande qui est venue du client parce qu'il voulait avoir l'aspect vraiment réel du chantier. Ah, du photoréalisme, des choses comme ça. Du photoréalisme en phase de chantier. Et tu l'as fait avec une IA? Avec quoi? Alors, on a essayé plusieurs choses parce qu'on a tellement du mal à avoir un outil aujourd'hui qui correspond aux besoins. Parce que nous, comme on a des phases, on a besoin d'avoir des choses qui changent entre les différentes phases et des choses qui ne changent pas. Par exemple, l'environnement derrière. Ah oui. Donc, si on demande le traitement. Ah, mais c'est le métier, le photoréalisme. C'est le métier. Voilà. Et c'est là où on voit les limites. La limite de l'IA. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir un outil qui, par exemple, permet de entourer une partie et dire, appliquer l'IA uniquement ici et tout le reste, ne touchez pas. Et en fait, il y a des logiciels qui disent faire ça, mais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé l'outil qui va avec. J'ai pensé à ce projet et ça viendra, sincèrement. C'est quelque chose vu la vitesse avec laquelle ça va. C'est juste aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé il faut chercher un peu plus. Ça, c'est un cas, moi, quand tu m'avais montré ce projet, ça, tu m'as fait halluciner. C'est un cas où, très sincèrement, je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Je ne vois pas comment. Alors, et j'ai une question, vraiment, là, pour le coup. Je reviens sur le début de la discussion. Je me demande à quel moment un projet non-BIM, traditionnel comme ce que j'ai l'habitude de faire, cet appartement, c'est un projet non-BIM. On s'est sorti, hein. On s'est très bien sorti. On s'est un peu gratté la cervelle au niveau de la reprise en sauceur, etc. La synthèse. La synthèse technique. Mais à quel moment le fait d'un projet dans lequel on n'a pas adopté le BIM, cela devient un handicap? À quel moment on s'est dit, les gens, parce que s'il faut, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des freins, des problématiques pour lesquelles ils ne sont toujours pas trouvé la solution, et que la question est toute bête, quoi. Le BIM a la solution. C'est à quel moment aujourd'hui, dès nos jours, avec les technologies, les produits, les exigences planning, comme tu dis, on est toujours à la bourre dans le bâtiment. À quel moment le BIM devrait être obligatoire presque? Pour moi, dès la toute première maquette archi, l'architecte fait son projet en maquette numérique. La structure qui va faire son avant-projet, qui va faire la toute première analyse de la structure aussi. En maquette numérique, ça permet de garder la cohérence déjà entre l'archi et la structure qui a conçu. Et ça commence par là. Et ensuite, quand les autres corps de métier vont venir, en fait, la facilité de la circulation d'informations, le fait de voir les choses en 3D, de voir des informations intégrées. Mais il y a plein de gens qui s'en sortent. Oui, mais ils ont perdu combien d'énergie? Ils ont peut-être loupé des points, ils ont peut-être pas pu optimiser. Donc, quantifier ça, quand on voit le résultat final à la fin des 3 ans de chantier, oui, le chantier il est là, on le voit. Par contre, il y a eu tellement d'énergie perdue, tellement de loupés, tellement de pertes dans tous les processus
qui est... Parce que là, ça par peut exemple, être, j'ai fait. là actuellement avec ma société, on a un projet dans les quartiers des Carmes, un immeuble à rénover, dans lequel en fait on est en secteur PSMV, c'est le nouveau secteur où le patrimoine doit être sauvegardé, plan de sauvegarde mise à valeur de l'immobilier, dans lequel en fait j'ai pensé beaucoup au BIM là-dessus, parce que moi, dans ma petite tête de néophyte du BIM, je me disais, le BIM me permet de modéliser la synthèse existante, la synthèse technique entre le corps de métier existant, et d'intégrer mon projet, sans venir forcément détruire ou faire des sondages destructifs qui me le permettent. Ça, je pense qu'il faut le coupler avec une autre technologie qui est le relevé des nuages de points, etc., ou le radar, ou le scanner bâtiment, soit. Mais ma question en elle-même, pour moi, elle n'est toujours pas répondue. Désolé. C'est à quel moment, dans quel type de projet, par exemple, aujourd'hui, il est complètement, mais presque idiot, quoi, vraiment totalement bête de ne pas s'en servir de la technologie BIM. Là, je pense, par exemple, le BIM accouplé à une technologie de nuage de points, de radar, de scanner du bâtiment, peut me permettre de venir scanner. Moi, tu me connais, dans le milieu de la réhabilitation, c'est mon spécialité, de venir faire un montage, une préparation en amont d'un chantier, sans forcément passer par la case destructive, que dans le monde analogue, nous n'avons pas le choix. On est obligé de venir faire les ouvertures, etc. Un relevé précis de l'état de l'existant. Ça me paraît une donnée d'entrée basique pour la rénovation. Si avant de concevoir le projet ou avant de pouvoir passer à des étapes de conception, si tu peux avoir l'état réel, précis de l'existant, déjà tu as une base de données fiable pour travailler. Donc moi je dirais que la partie maquette numérique en phase REA, c'est relever de l'existant, avoir les choses précisément et ensuite pouvoir couper, pouvoir pouvoir visualiser, pouvoir commencer à imaginer la synthèse technique déjà très tôt avec un relevé précis. Parce que même ça, sincèrement, le nuage des points, il y a quelques années, c'était complètement un outil ça se démocratise tellement. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Moi, j'ai mon téléphone, je l'ai pas. Sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Polycam. C'est pas très exact. Voilà. Mais sincèrement, ça dépend de la phase dans laquelle tu es de ton projet. Un relevé Polycam suffit largement. C'est une licence qui coûte, je sais pas combien, 300 € par an. Les trucs, il me sort des nuages de points. J'exporte des plans de WG, PDF, etc. en sortant de la visite. J'ai des trucs, déjà, je passe pas pour un débutant vis-à-vis des clients. Je rentre chez moi, j'ai déjà un plan de WG de sortie pour 300 € par an. C'est que dalle pour une société, 300 €. Pour la précision. La précision, c'est pas la même que dans des étapes complètement. Un peu plus poussées. Mais il faut évidemment adapter l'outil à l'étape. Bien sûr. Adapter l'outil à l'étape. Toi, tu m'as dit, le BIM, plus vite on le fait intervenir. Oui. Voilà. Après, si c'est un chantier ciblé, tu es sûr de le faire, pourquoi pas investir un peu plus et avoir un relevé précis dès le démarrage. Et ensuite, ça t'évite. Donc, cibler les opérations, prendre ça comme un investissement, parce que forcément, ça va aider dans les étapes d'après. Soit. Bon, mais à Toulouse, du coup, tu viens d'arriver sur Toulouse, c'est ça? C'est depuis quoi? Depuis la boîte a été créée en 2016 à Marseille, et là, depuis un an, on a bougé à Toulouse, donc on essaie actuellement, de développer. Mais les antennes sur la région de Marseille, Nice, Monaco, c'est ça? Oui. Vous continuez à tourner? T'as du personnel là-bas? On a une antenne à Marseille, on a une antenne à Nice. D'accord. Donc ça continue bien à bien tourner, quoi. À bien tourner. De toute façon, cette région. Et Toulouse, on développe. On développe, on vient d'arriver. Parce que là, en règle générale, en fait, toi, tu travailles pour celui qui te fait travailler le plus, c'est surtout les entreprises de grosse œuvre, quoi. Oui. Et aussi les architectes. Oui. Alors, on a de plus en plus de demandes en phase étude des prix, où on vient aider les entreprises à expliquer un planning complexe en images 3D. Et là, j'ai vu, tu sors des plannings en 3D, couleurs, etc. C'est super, c'est vraiment... Voilà, il y a un côté pédagogique que j'apprécie beaucoup. C'est on prend quelque chose d'hyper compliqué et technique
Tu le rends vivable. Et on le rend facile à comprendre avec des phasages 3D, parfois très en détail, parfois juste de loin. Et donc, ça, un maître d'ouvrage, quand il voit arriver une offre dans une entreprise de grosse œuvre dans laquelle il y a une modélisation comme ça en 3D avec des couleurs, etc., par phase, déjà, je pense que ça démarque une entreprise. Ouais, les décideurs, parfois, ne sont pas du métier. Donc, par souvent, exemple, très souvent. On a fait des très beaux phasages 3D en cahier et en vidéo pour des hôpitaux. Donc, ça veut dire qu'il y a, par exemple, un nouveau bâtiment qui va se construire à l'intérieur de l'hôpital. Il faut gérer le flux, il faut montrer par où vont passer les pompiers, il faut montrer où les ambulances vont passer, il faut montrer les accès pour les patients et tout ça. Donc, il y a tout un côté pédagogique des circulations autour des travaux qui doit être bien expliqué à des gens qui ne savent pas lire un plan ou qui ne vont pas ouvrir 15 à 0 sur une table pour comprendre ce que l'entreprise souhaite faire. Et toi, tu me connais, mon sujet préféré, c'est la réhabilitation, la rénovation. Le BIM dans tout ça, dans le monde de la réa. Aujourd'hui, très peu, moi j'ai vu très peu en fait de chantier BIM, comme on le conjugue au sein verbe, c'est devenu un verbe le BIM, on parle pas encore. C'est numérisé dans le monde. J'ai vu très peu de projets numérisés de réhabilitation, je parle. Moi, en tant que maître d'œuvre, je participe avec les architectes, etc. C'est vrai qu'on n'a pas encore on le fait pas de manière systématique, on va dire. On fait des relevés, nuages, etc. Mais on n'a pas le réflexe de se dire, grâce au BIM, grâce à une maquette BIM, je vais pouvoir aider mon client à mieux commercialiser, à mieux se projeter sur le projet. Je vais moi-même mieux l'utiliser pour la phase de sondage, la phase de démolition, etc. La démolition, pour moi, le BIM, maintenant que je l'enseigne à des Bac plus 4, Bac plus 5, je me rends compte que la modélisation de nos jours, ça devrait être, enfin, c'est un outil, mais incontournable de la réhabilitation, quoi. Et tout le monde en parle, la réa maintenant. Relever de l'existant, c'est la base pour pouvoir travailler autour. Ouais. Donc, un bureau de structure qui va commencer à travailler sur une réa, sa donnée d'entrée principale, c'est la structure existante. T'as des exemples en fait dans lesquels tu as déjà intervenu en réa? Alors, on a un chantier en cours à Nice qui est très complexe. Donc, c'est la réhabilitation d'une grosse villa. Et pareil, ils étaient partis avec un bureau de structure à dessiner des choses hyper complexes. Mais à un moment donné, ils n'arrivaient pas à avoir tout au même endroit. Donc, il y avait 15 coupes, il y avait 15 plans. Mais en fait, on avait du mal à visualiser un peu l'ensemble. Et là, les maquettes numériques nous ont bien aidés. On a pris l'initiative de modéliser la structure. C'était quoi comme projet ? C'est la réhabilitation d'une grosse villa. Je peux pas donner. Une grosse villa. Donc c'est quand même un particulier, quoi. Ouais, c'est un particulier. C'est quand même un particulier, du coup. Et c'est même pour une maison individuelle, ça a été nécessaire, quoi. C'est une grosse villa, mais avec la création des niveaux de sous-sol. Ouais. En fait, il y a deux bâtiments. Ils sont en train de créer un sous-sol qui va lier les deux. Tu m'étonnes que tu peux pas me dire qui c'est. Tu m'étonnes. Et donc très complexe. Le bureau de structure a fait un travail hyper intéressant. Par contre, difficile d'exploiter parce qu'il fallait ensuite expliquer aux équipes et définir, par exemple, le phasage des voiles par passe. Putain, mais ça sur Toulouse, on en a pas souvent. Hein. Il y a quand même une différence entre les régions. Parce que là, toi, t'as quand même travaillé longtemps sur la région Marseille, Nice, Monaco, etc. Ouais. Avec tu m'as montré tu me fais rêver, quoi, avec des projets d'une autre planète, quoi. C'est quoi les principales différences entre la région toulousaine, bordelaise et avec cette région-là au niveau des projets? Ouais, après, je dirais que la particularité à Monaco, par exemple, c'est il n'y a pas de place. Donc parfois, on fait des missions méthodes où on doit commencer par organiser la logistique de livraison. Donc en fait, le planning, il est imaginé, les cadences sont imaginées par rapport à la capacité de quantité de prémurs que tu sais livrer dans les heures d'ouverture ou les heures où ils permettent de bloquer une voie. C'est des choses à l'envers.
C'est très intéressant. Le centre-ville en général, quoi. Et là, ici, on est en plein centre-ville de Toulouse. Hein. Voilà, ça Rue Saint-Rome. peut être une contrainte. Si on a une opération ici à Toulouse, c'est un j'imagine truc improbable. qu'on aura c'est un triplex de 150 mètres carrés, rue Saint-Rome. C'est un truc improbable. Ouais, on aura, j'espère en avoir des problèmes comme ça à Toulouse. Mais j'espère bien. À Marseille et à Toulouse, après, normalement, quand on fait des gros projets complexes, c'est pas un problème de place, c'est plutôt un problème de par où commencer. C'est-à-dire par où je commence. Ouais, c'est-à-dire en termes de quantité, je vais commencer, par exemple, un chantier à 2 grues. Ouais. Est-ce que je commence une grue avant l'autre ? Est-ce que d'un côté il va y avoir plus de préfa que l'autre ? Est-ce que les quantités entre les 2 grues sont équilibrées ? Est-ce que je dois avoir des cadences différentes entre les 2 côtés ? D'accord. C'est plutôt là où on peut avoir une vision générale. Donc la rotation qu'on disait, comment faire une rotation si on n'a pas imaginé cet équilibre, la quantité des banches qui va avec, la quantité d'hommes par jour, les avancements équilibrés par l'effort, la charge de grue pour que la grue soit utilisée à 100%, de telle heure à telle heure, voilà. Donc il y a toute cette vision globale qu'il faut avoir. Évidemment que le chef il sait faire une rotation. Par contre, si on prend tout ça en amont et qu'on fait l'analyse de toutes les étapes, la rotation sera beaucoup plus parlante et cohérente. Et le chef de chantier n'a pas forcément vocation à être sur le bureau en train d'aider les équipes méthodes, les équipes des études des prix pour optimiser. Ah oui, mais nous on est très demandeurs de la participation du chef parce qu'on peut pas non plus réaliser une mission et ensuite envoyer un mail au chef en disant voilà ce que vous devez faire. Il y a un côté échange, il y a un côté pédagogique que je l'adore. Moi je l'ai toujours dit, le meilleur profil d'un quelqu'un responsable de méthode d'une entreprise de grosse œuvre, c'est un ancien chef de chantier. Ah oui, la connaissance technique. Voilà. Si en plus il a une connaissance, il a une école derrière qui consolide les connaissances techniques, etc., c'est un tueur. Et là, j'ai fait un clin d'œil, j'en connais un sur Toulouse, Rémi Levignac, là, il a été chef de chantier d'une entreprise de grosse œuvre toulousaine, une PME toulousaine. Et là, je sais qu'il est responsable de la cellule méthode. Il travaille dans la cellule méthode. Pour moi, Rémi, c'est quelqu'un il a le profil type de ce qu'on demande à un bureau de méthode. Moi, je n'ai pas eu la chance de passer par la case chef de chantier, mais ils sont partis, le savoir-faire est chez eux. Donc, évidemment, on a besoin de travailler avec eux, on apprend énormément. D'ailleurs, c'est là où on apprend le plus, c'est quand on fait des missions d'exé avec le chef à côté, où on discute des solutions. Et la question qui tue, en fait, c'est... Il y en a plusieurs. On est censé l'apprendre à l'école, quoi. Et là, pour le coup, on est tous les deux responsables. Parce qu'on s'est connus à une école. Moi-même, je donne des cours de méthode de réhabilitation dans le cadre du projet à l'école. Toi aussi, tu donnes des cours de méthode, de PIM, etc., plus approfondis. Tu es plus compétent que moi là-dessus, sans problème. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une homogénéisation en fait de la technologie, de l'enclenchement technique des tâches, de la méthode, à partir d'un certain niveau. Par exemple, un bac plus 3, ce qu'on demande un bac plus 3, un bac plus 4, un ingénieur, un niveau ingénieur. Moi, j'ai connu des ingénieurs, d'ailleurs, parmi mon staff, en fait, un de mes associés, est un ingénieur civil. Il est incapable de faire une rotation de manche. Il est incapable de le faire. Hein. On connaît tous les deux. C'est un gars qu'on adore. Il est techniquement parlant très calé. Humainement, on ne se pose pas la question. Par contre, dès qu'on commence à réfléchir à un enclenchement des tâches par méthodologie, etc., on sait très bien que c'est pas sa tasse de thé, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on enseigne tous les deux à un niveau bac plus 3, bac plus 5, de ce niveau-là. Je me rends compte, en fait, j'ai la chance d'enseigner dans plusieurs établissements, donc c'est pas l'exclusivité d'une école. C'est vraiment un état général du niveau d'enseignement en France qui essaye de répondre à des besoins du terrain, à des besoins des entreprises, en fait, qui demandent des apprentis conduiseurs de travaux, des apprentis ingénieurs, des apprentis économistes de la construction, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? À quel moment, aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y en a pas
une seule formation qui puisse répondre à 100%, de dire, tu sors de là, tu es un tueur de la conduite de travaux, tu sais faire bien comme il faut de la rotation des branches, de la méthodologie, etc., etc. Qu'est-ce que c'est, on n'a pas d'autre choix, il y a une fatalité, est-ce qu'on l'apprend que sur le chantier? Ou est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? L'expérience, l'expérience chantier, l'expérience de toucher à plusieurs dossiers, à des niveaux de complexité différents, c'est ça qui va forger. Nous, notre rôle, on est dans l'éducation, c'est plutôt, je vois plutôt de réveiller du bon sens, de former un esprit critique, c'est poser les bonnes questions. Voilà, c'est poser les bonnes questions, c'est anticiper, s'organiser, c'est plutôt là notre rôle. Après, l'expérience de professionnelle, c'est là où on va vraiment voir des choses et mettre en application. Donc le rôle jusqu'à Bac+5, c'est trop tôt. Les jeunes, il faut qu'ils soient armés pour se poser déjà les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Savoir que ça existe. Voilà, savoir que ça existe, voir plein d'exemples. Donc ça aussi, j'imagine, c'est notre rôle en tant que formateur, c'est de ramener la réalité du terrain. La curiosité, c'est poser les bonnes questions et c'est poser les bonnes questions avec les bons outils, quoi. Parce que avec là, j'ai fait la transition avec le sujet de l'IA qui est en bouche de tout le monde. Oui. Je sais que c'est un sujet qui est délicat quand on parle avec toi de l'IA, mais c'est normal, c'est quelque chose qui rentre dans nos mœurs. Aujourd'hui, les gens qu'on accompagne dans les écoles, parce que pour les gens qui savent pas, en plus de nos activités respectives, maître d'œuvre, patron d'un bureau d'études de méthode, on a la chance en fait de partager un peu notre temps auprès des écoles pour accompagner des futurs managers de projets, la relève, on dit, des futurs Bac+3, Bac+4, Bac+5, niveau master. On les accompagne sur des projets de réhabilitation, de construction, TCE, méthode, etc. Et c'est un peu notre part de devoir de transmission. Mais on se rend compte, je pense que là tu vas me rejoindre, aujourd'hui l'IA est en bouche de tout le monde. On est face à une génération sur laquelle j'ai énormément d'espoir. Ils se posent pas les mêmes questions que nous on s'est posées à notre époque. Ils sont beaucoup plus branchés attachés à la valeur humaine. Ils sont malgré le fait que je trouve qu'ils sont hyper déconnectés de la relation humaine. C'est là où on va rentrer dans des sujets philosophiques, quoi. Pour moi, il y a une valeur humaine qui est augmentée. On est des gens qui sont, les nouvelles générations sont beaucoup plus à l'écoute ils parlent d'homosexualité, d'handicap, d'accessibilité, avec une essence que nous, à notre époque, nous n'avions pas, quoi. Et ça, du côté professionnel, en fait, je le vois avec l'IA, ils sont une essence ils sont nés là-dedans. Ils sont nés avec les technologies. Ils sont nés avec les smartphones. Nous, on a vu l'arrivée des smartphones. On a vu l'arrivée de tout ça. Quel est le futur, en fait? Je me rends compte, en les accompagnant, que il y a un côté, ils ont été éduqués avec la facilité de la googlisation du monde, et maintenant avec l'IAisation, je ne sais pas si on peut le dire, du monde. Et à un moment donné, j'avoue que je perds les pédales, quoi. Je me dis, mais ces gamins-là, ils sont 23 ans, 22, 24, je pense, au niveau Bac+4, 25. Quelle va être leur réalité dans 5, 10, 15 ans, quoi? Quelle va être la place de l'IA par exemple, on revient sur ton sujet, sur ton domaine, ton expertise, la méthode. D'après toi, quelle va être la place de l'IA avec le futur conducteur de travaux, chargé d'affaires, futur directeur? Parce que là, dans les gamins qu'on accompagne, toi et moi, des étudiants qu'on accompagne, on est bien d'accord que dans 10 ans, il y en a certains qui seront directeurs, certains seront conducteurs de travaux confirmés, certains seront à leur compte patrons. C'est la relève qu'on prépare là. Et compte tenu de la place de l'IA et des technologies, même presque le BIM est en train de devenir pas obsolète, mais l'IA prend de plus en plus de place. D'après toi, quelle est la place de l'IA dans 5, 10, 15 ans dans ton milieu, la méthode, avec le profil que nous on connaît de nos jours? Ouais, c'est différentes révolutions, comme le BIM a été, comme AutoCAD a été, comme l'IA maintenant
c'est ce qu'on vit actuellement. Ce sont des outils. En fait, le métier, là, si on parle plus de méthode, le métier reste le même. Ce sont les outils qui évoluent. Donc à la fin, on coule du béton dans la branche. Voilà, on peut faire des choses plus rapidement, plus précisément, plus jolies. Donc, ce sont des outils. Donc, notre rôle de formateur, ce qui est très complexe là-dedans, c'est qu'on doit les motiver, on doit les former et les motiver à utiliser tout ça, mais en même temps les freiner en disant attention, là vous faites des choses spectaculaires. Par contre, il faut pas oublier les bases. C'est pas parce qu'on le dit qu'ils vont le faire. Donc, ouais, mais c'est notre rôle de les ramener un peu, garder les pieds à terre. C'est que les outils évoluent énormément dans une vitesse incroyable. Et ça, c'est super parce que nous, on l'utilise. Par contre, il faut pas oublier les bases. Donc, j'explique toujours, j'essaye de transmettre aux élèves, c'est que il faut pas laisser des lacunes dans leur apprentissage. Oui, donc avant de savoir dessiner sur une 3D, on prend la rotation, il faut savoir pourquoi on fait la rotation à tel endroit et à tel temps. Pour bien illustrer, on prend un bac plus 5, il sait faire une maquette numérique 2 fois plus vite que moi, il sait modéliser une poutre, il sait modéliser un poteau, il sait monter la structure. Par contre, dès qu'on parle du fonctionnement d'une poutre, déjà, il a du mal. Ça va dépendre de sa formation. Si c'est plutôt un profil manager ou un profil ingénieur, il faut qu'il le sache. Oui, mais ça veut dire que l'outil a tellement évolué et lui, il est très formé à utiliser l'outil. Par contre, il y a toute une base derrière, une vision de comment fonctionne une structure, pourquoi c'est mieux de faire préfa ou pas, comment je coule une poutre, comment la coffrer. Voilà, il y a des connaissances basiques qu'il ne faut pas oublier. Donc, ça veut dire que cette accélération qu'on a eu avec le BIM, avec les maquettes numériques et avec l'IA, voilà, il faut pas faire attention parce que les choses sont en train d'accélérer et les lacunes sont de plus en plus visibles. Donc j'essaye évidemment, il faut pas négliger tout ça. C'est incroyable, les outils, ça nous permet de travailler des manières beaucoup plus précises et rapides. Par contre, il faut pas oublier les lacunes. Donc nous, notre rôle de formateur, les bases. Comment ça marche il faut pas oublier les bases. Les élèves doivent quand même bien comprendre le contexte. Avant d'utiliser l'outil, il faut comprendre le métier. C'est là où on a peut-être notre rôle de les motiver, mais aussi les garder. Moi, j'utilise une phrase souvent avec mes collaborateurs, et parce que nous, on utilise, tu sais, pour d'autres secteurs, évidemment, pour le côté technique, on est encore très terre à terre, on fait vraiment du dessin, de l'analyse sur place, etc. Moi, j'ai appris le métier à l'ancienne, je continue à le pratiquer à l'ancienne avec les bureaux d'études. En revanche, l'IA s'est fait de plus en plus présente ici avec les gars que tu vois ici, avec l'équipe que tu vois marketing. Ils s'en servent des outils numériques, des outils IA pour l'édition vidéo, le marketing, et même d'un côté technique, la rédaction de comptes rendus, etc., etc. Toujours avec un contrôle très sévère parce qu'on est quand même dans une industrie très réglementée. On fait très attention à ce qu'on raconte, à ce que l'IA va raconter à notre place. À éviter. En revanche, je dis toujours, l'IA, faites attention à l'IA, restez humain parce que l'IA ne deviendra jamais humaine. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs intrinsèques au fait d'être humain, à notre vision, notre vécu, notre sentiment, notre ressenti, des fois les prémonitions. Je sais pas, on est une machine à imaginer l'humain. On est une machine à imaginer, à ressentir. Pour l'instant, que je sache, l'IA ne le fait pas. Que je sache. J'attire énormément l'attention avec mon collaborateur, et même en cours, je le dis souvent aux gars, aux filles qu'on accompagne à l'école. Je n'interdis pas l'IA. Quand vous travaillez sur un de mes projets en école ou en entreprise, je n'interdis pas l'IA. Au contraire, je vous incite en fait à découvrir ces outils, les étudiants sont plus à même de le comprendre que moi. En revanche, ne perdez pas votre humanité. Ne perdez pas le fait que derrière un planning, il y a des humains, il y a des vraies équipes. Il faut penser à eux. Il faut penser au fait que les gars, c'est pas des numéros. On n'est pas là pour changer la planification hebdomadaire d'une équipe comme bon nous semble, parce que il fallait remplir la casse et on a une courbe
parfaitement bien lissée de main-d'œuvre. Mais derrière, on a des gens qui se lèvent tous les matins à 7h, à 6h du matin pour aller sur les chantiers. Et eux, ils ont besoin d'avoir une vie qui ressemble à une vraie vie, quoi. À avoir une continuité, à rester plus de 2 jours consécutifs sur un chantier. Et ça, l'IA ne va pas te le faire. L'IA va pas se rendre compte que telle et telle équipe fonctionne mieux que telle et telle personne. L'IA, elle va analyser comment on appelle, de résultats de ce qu'on appelle des KPI que tu vas lui fournir pour analyser, mais elle va pas voir derrière quel est le comportement humain ou quel est les conditions humaines de tes équipes qui ont donné ces résultats. Donc c'est là où je dis attention, l'IA, super, adoptez-la au plus vite, comme on a adopté des outils. Comme on a adopté les ordinateurs, comme on a adopté les iPhones, les smartphones, etc. à un moment donné. Adoptez-la au plus vite, devenez maître de ça, parce que ce sont des outils qui vont vous différencier. En revanche, gardez l'humanité. Et de ce côté-là, on peut dire tout ce qu'on pense de nouvelles générations. On en a ici, avec nous, les nouvelles générations dans nos équipes. On peut dire tout ce qu'on veut, on les traite des feignants, des fois, des gens, on les traite de tout on entend de tout, hein. Et on entend de tout, même à l'école, hein. Mais, il faut se dire aussi qu'ils ont une vision, ils ont le mérite d'avoir une vision foncièrement, profondément plus différente de celle que nous avions. On va pas se mentir, dans les années 90, quand on était à l'école d'ingénieur, au début des années 2000, on commençait à peine à parler d'environnement. On commençait à peine. On commençait à peine à parler des conditions de travail. On commençait à peine. De nos jours, c'est devenu un axe. C'est devenu de leitmotiv pour une génération entière. Et ils sont de façon très différente à nous. C'est vrai que nous, on était des acharnés. On était des gens qui travaillaient, on comptait pas des 6h à 22h le soir parce qu'il fallait le faire. On travaillait samedi et dimanche. On est face à une génération qui a décidé de faire avancer la technologie pour s'éviter de travailler comme ça. Donc, ce côté humain, il est... ouais, moi aussi, j'en parle souvent en classe et aussi à mes équipes. Ce côté humain, il est très important parce qu'on peut faire le planning le plus précis au monde, on peut faire la rotation la plus géniale au monde. Par contre, à un moment donné, il va falloir l'expliquer, il va falloir discuter avec les équipes, expliquer nos solutions, expliquer pourquoi on a fait des choses. Et là, il y a ce côté humain. Donc, on est dans un bungalow, sur un chantier. Il faut expliquer au chef pourquoi cette solution paraît plus logique que la sienne. Donc là, il y a un côté pédagogique, il y a un côté humain hyper important. Parfois, on a des missions méthodes aussi. On est missionné pour venir auditer un chantier. Et donc ça, c'est toujours délicat. Ouais. Comment tu peux auditer une méthode? Il y a un chantier qui commence à déraper. Il y a des heures au niveau des heures, au niveau du planning, au niveau des enclenchements. Parfois, on arrive, on doit se poser avec les équipes, étudier ce qui se passe et de dire, bon là, il y a perte dans ce poste-là, il y a peut-être 2 banches de plus, là, il y a une personne de trop, là, il manque une personne, là, attention, l'enclenchement, il y a une équipe qui va bloquer l'autre. Et donc, on est missionné normalement par la direction, on arrive sur place, on peut découvrir ce qui se passe, donc on échange avec les équipes, et après notre rôle c'est de dire tout ce qui va pas. Donc là c'est quand même délicat comme situation, parce qu'on doit dire aux gens, là, à ce point-là ça va pas, il vaut mieux faire ça. Et donc évidemment ça reste professionnel. À la base il y a un problème. Oui, mais là il y a le côté humain qui est très important pour que les choses soient productive et pas venir critiquer quelqu'un. Voilà, il y a un choix des mots, il y a une façon de faire. Et là, c'est l'humain, c'est 100% l'humain. Et donc ça, c'est un côté important. Et pour parler des différences de génération, oui, c'est très intéressant de donner des cours à des jeunes parce que ça permet de se mettre, de découvrir beaucoup de nouvelles choses et de se mettre en question aussi. Ça met la pression des fois. Ça met la pression, oui. Donc on apprend beaucoup, on s'adapte. Et je dirais il faut qu'on puisse profiter des points forts des 2 générations où on est peut-être plus
plus posé, et avec l'expérience aussi de vie, l'expérience de travail, on va un peu ralentir. On va pouvoir avoir cette vision des près et des loin en même temps, analyser un problème quand il faut, mais aussi respecter le contexte global. Et donc voilà, il faut prendre les points forts de chaque génération et eux, nous on apprend, eux ils apprennent et c'est un échange. C'est un échange Pour continu. le mot de sortie, j'ai un truc en fait, c'est des questions que j'aime beaucoup poser aux gens. Parce qu'à la base, ta formation, c'est une formation d'ingénieur, c'est ça? Oui. Ingénieur civil, c'est ça? Bâtiment, travaux publics, oui. Travaux publics, ok. Un peu plus généralisé. Ouais. Ok. Pourquoi les méthodes? Comment t'atterris là-dedans, en fait? Moi, je pense que c'est ce côté anticipation, organisation qui m'a attiré. C'est quand même une facette du métier très liée à la réflexion, où il y a une problématique. Il faut essayer, voilà, il faut l'intégrer et ensuite transmettre une solution ou donner une idée ou avoir une vision. C'est ce côté réflexion qui m'a toujours attiré. Ouais. Et le côté maquette numérique, ben, le fait d'avoir des choses plus précises et de maîtriser mieux l'information, ben, ça permet de faire mieux mon métier. Donc c'est naturellement... Tu as retrouvé tes passions, un peu le côté ingénierie rigide, etc., le côté geek... oui, je dirais pas geek, mais ce sont des outils. C'est des outils qui nous permettent de faire mieux le métier. Donc, évidemment, on les intègre et on essaye d'être moteur autour de la démarche. Oui. Et avec tout ce que tu as pu voir à travers déjà ton expérience en tant que salarié, puis en tant que patron, quand tu as monté ton bureau d'études, de méthode, etc., comme on dit, on essaye d'éviter de donner des conseils. Mais quand même, l'expérience, si tu es là, c'est que je considérais que j'ai apprécié énormément ton savoir-faire, ton expertise, ton expérience. Quel est le conseil, en fait, autant pour tes clients, entreprises de grosses œuvres, et ou architectes de maîtrise d'ouvrage, et d'un côté professionnel, et de l'autre côté, quel conseil tu donnerais aux générations à qui on accompagne, nos étudiants, par exemple. Toi, Thiago, patron, expert en méthode. Bah, côté professionnel, c'est d'anticiper. Voilà, c'est d'anticipation. Cette organisation et cette anticipation, il faut la voir comme un investissement. Ouais. Et pas comme un poids ou pas comme une problématique. Payant en plus, c'est un investissement payant. Oui, oui. Ça permet de récupérer dans d'autres domaines. Donc moi, j'ai une histoire intéressante. On a été missionné pour faire une mission méthode. Et là, pour bien donner un exemple très, très concret, on avait modélisé la structure pour nous faciliter en termes de maîtrise et planning. Par contre, c'était un chantier très long. C'est un bâtiment de bureau à peu près de 100 mètres de long. Il y avait 2 grues. Et c'est donc chantier de bureau que prédale, 100% prédale. Et donc, au moment de calculer les surfaces de prédale, comme on avait fait des maquettes numériques, on a discuté avec les équipes travaux et on a pu affiner la quantité des prédales. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la surface des têtes de poutres du quantitatif de prédales. Ok. C'est quelque chose qui est très facile à faire si la maquette est bien montée. Ouais. Donc, on a affiné les quantités des prédales parce qu'on a pris 5 cm de chaque côté de chaque poutre. Ouais. Les poutres des rives, on les a classées en poutres des rives, donc il n'y avait que 5 cm d'un côté qui était pris. On a calculé toute cette surface des têtes des poutres où il n'y avait pas de prédales, et donc on a pu affiner la quantité des prédales. Et l'entreprise a pu économiser je ne sais pas combien de mètres carrés de prédales parce qu'on avait affiné le chiffrage. Donc, le prix, et ça... et avec ça, ils ont payé ta mission. Peut-être 15 fois ma mission. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais évidemment que ça a rentabilisé la mission. Des fois, les gens ne sont même pas au courant qu'ils peuvent économiser donc ça ouvre des portes. Ouais. Et en fait, nous, on vient en tant que... Voilà, on monte les maquettes, on montre les possibilités, et après, les personnes, avec leurs expertises, parfois, ils nous demandent des choses, et ça nous ouvre aussi des nouvelles idées, et ça permet de... Donc là, un exemple très concret... le fait d'anticiper et le fait d'exploiter une maquette numérique, ça a permis d'économiser des surfaces des prédales parce qu'on avait la main sur aller à ce niveau de détail-là. Des milliers d'euros après Oui. Et pour les élèves, c'est toujours garder la motivation pour les outils, mais il ne faut pas oublier que l'IA, le BIM, ce sont des outils. Il ne faut pas oublier le métier derrière. Donc il faut qu'ils travaillent cette base
sans trop s'éparpiller et perdre de l'énergie et aller vers des choses qui sont en fait pas réalisables ou pas encore Croyez en vous, rentabilisables. Parce que des fois, j'ai l'impression, quand je discute avec certains, ils ont l'impression que mais l'IA, je pourrais jamais faire mieux que l'IA. Vous avez vu ce qu'il me pond là à chaque fois? Il me dit, mais on s'en fiche de ça. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, bien sûr. Quand on fait les analyses, par exemple, critique, avoir l'esprit critique. Ça, je suis désolé, j'ai besoin de toi, de ton vécu, ce que tu as vécu. Même à ton âge, sincèrement, tu as plein de choses à me raconter, quoi. Tu vois, c'est quand on demande les analyses de pièces cryptographiques, qui analyse le projet, je me confronte à ils me rendent des résumés, quoi, des synthèses, des résumés, quoi. Je dis, mais ça, gars, je suis désolé, mais l'IA, tu vas te faire remplacer par l'IA dans pas longtemps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce que la personne, l'humain, a à me dire, quoi? Et croyez en vous, il y a un côté, après, avec l'expérience, l'âge, la confiance, elle arrive, elle vient. Mais je dirais, ouais, c'est croire en soi, quoi. Même quand on est jeune, on a le droit de rêver et de croire en soi, quoi. Parce que s'ils sont à un certain niveau, c'est qu'ils sont passés des étapes, ils ont le droit d'être là, quoi. Bien sûr. Bon, il me reste du coup à te remercier, quoi. Merci pour ton temps, merci pour comme tu dis, en fait, on pourrait passer des heures et des heures. C'est clair, tellement de sujets intéressants à aborder. Il y a tellement de sujets intéressants à se partager, mais bon, on aura le temps de discuter entre nous. Et merci de ton temps, merci énormément pour ton recul, ton feedback, ton expérience, plein de choses que tu nous as partagées. On a énorme, je pense que ça mériterait quand même de se voir une deuxième fois encore pour des sujets très passionnants. Par exemple, j'ai plein de trucs à développer au niveau du planning, la technologie, la méthode Lean Management que tu sais que je prends énormément, l'application du BIM dans le Lean. On a énormément de sujets encore à développer, mais bon. On a quand même, on a un métier, hein, c'est ça? Oui. On a un métier, on a des choses à faire, donc on va se dire à une prochaine fois, du coup. Oui, merci beaucoup, Thiago. Merci pour l'opportunité de pouvoir partager. Il y a tellement de sujets intéressants à aborder et j'espère qu'on se croisera sur des dossiers à Toulouse. Ah, mais j'espère bien, oui. On a intérêt. Très bien, oui. Okay, top. Merci beaucoup. Merci. Ciao.